Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le cours de l'électrostatique et l'électricité. Donc, on va diviser ce cours-là en plusieurs chapitres et chaque chapitre, on va le diviser en plusieurs parties. Alors, bien sûr, le premier chapitre, bien sûr, d'une manière générale, intitulé sur les notions de base de l'électrostatique, on va le diviser en trois parties. Donc, dans cette séance, ou bien dans cette vidéo-là, on va traiter la première partie et dans les prochaines vidéos, on va les traiter les autres. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, d'une manière générale, l'électrostatique, donc lorsqu'on parle sur l'électrostatique, normalement on peut distinguer entre deux mots. Il y a électro et statique. Alors électron est relié, ou bien électro est relié aux électrons, en particulier on appelle les charges électriques, et statique quelque chose qui ne se déplace pas, qui ne bouge pas. Donc c'est quoi l'électrostatique? Donc c'est la science qui traite le comportement ou bien l'évolution des charges électriques lorsqu'on les considère comme statiques, c'est-à-dire ne bougent pas, ne déplacent pas. Alors voilà, alors si on s'entend pour bien comprendre normalement les deux phénomènes électrostatiques, à savoir l'attraction électrostatique et la répulsion électrostatique, on va faire normalement cette fameuse expérience. Alors on considère bien sûr deux boules, voilà deux boules par exemple A et B qui sont très légères, bien sûr recouvertes par un métal. Alors ici on va considérer que nous avons le verre. Le verre est chargé positivement, c'est-à-dire nous avons des charges qui sont chargées positivement, et aussi nous avons un autre matériau, c'est l'ombre, qui est aussi chargé, mais dans ce cas-là, chargé négativement. Donc le résultat de cette expérience montre très clairement que les deux boules A et B se rapprochent entre eux. Et voilà ce qu'on appelle le phénomène de l'attraction électrostatique. Voilà l'attraction électrostatique, et ce phénomène est obtenu lorsqu'on considère que nous avons deux corps chargés. L'un est chargé positivement et l'autre est chargé négativement. Voilà le phénomène de l'attraction électrostatique. Alors maintenant, on va faire à peu près la même expérience, mais dans ce cas-là avec deux corps de même nature. Voilà une boule A, voilà une boule B. Alors voilà ici le verre qui est chargé positivement, ici le verre chargé positivement. Alors cette expérience, voilà, ou bien le résultat de cette expérience, voilà le résultat, montre très clairement que dans ce cas-là, A et B s'éloignent l'un de l'autre. Voilà donc l'un de l'autre. Alors, et par conséquent, on dit que nous avons le phénomène de la répulsion électrostatique. De même, on peut obtenir ce résultat-là si on considère que nous avons une boule chargée négativement et une autre boule B chargée négativement. Donc, on va récapituler. Alors, d'une manière générale, nous avons deux phénomènes électrostatiques, soit l'attraction électrostatique et la répulsion électrostatique. L'attraction électrostatique est obtenue lorsqu'on considère deux corps chargés de signes opposés. Par contre, le phénomène de la répulsion électrostatique est obtenu lorsqu'on considère deux corps qui sont chargés de même nature. Maintenant, on va parler sur le problème de la répartition des charges. De manière générale, nous avons différentes distributions de charges, à savoir il y a des charges ponctuelles et la distribution continue de charges. Concernant la charge ponctuelle, ce sont normalement des charges avec des dimensions négligeables par rapport aux distances entre les charges. Je répète, dimensions négligeables par rapport aux distances entre les charges. Alors dans ce cas-là, on considère que la dimension de ces charges-là est très très petite devant la distance qui sépare entre les charges. Alors voilà, deuxième situation, distribution continue de charge. Voilà la partie la plus importante ici. Alors la distribution continue de charge. Donc par exemple, c'est quoi la distribution continue? Vous imaginez que nous avons un fil par exemple de cuivre, un conducteur, bien sûr, qui est chargé. Et bien sûr, la charge sont réparties d'une manière continue sur les charges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que nous avons ici une charge, ici une charge, ici une charge. Nous avons normalement une ligne chargée.
Et bien sûr, la distribution est continue de ces charges. Alors dans ce cas-là, on distingue entre trois cas possibles. Il y a des première situation, il y a ce qu'on appelle la distribution linéique. Quand nous avons la distribution linéique, si nous avons par exemple, vous imaginez que nous avons un fil. Un fil, un fil normalement est caractérisé par une seule direction, bien par une seule dimension. Alors la charge qui est répartie sur un fil de longueur N, avec une densité linéique. Donc on considère que nous avons un fil de longueur N et chargé avec ce qu'on appelle une densité linéique lambda. Voilà, donc lambda est défini par une variation élémentaire de la charge dQ sur dL, sachant que Q, voilà, Q, ce Q-là, c'est la charge totale, et L, c'est L totale. Et ici, pour déterminer l'expression de la densité linéaire, il suffit de diviser d2Q sur dL. Bien sûr, dQ, c'est une variation élémentaire de la charge, dL, c'est une variation élémentaire de la longueur. Donc, pour déterminer ce qui nous intéresse ici, c'est la charge totale sur le fil. Alors, d de t est égal à lambda dn. Donc, pour calculer la charge totale, ici, il suffit d'appliquer l'intégrale. Donc, l'intégrale de d de t, qui est l'intégrale de lambda dn. Donc, voilà l'expression, comment déterminer la charge dans le cas où on considère que nous avons un fil. Alors, une remarque très importante qu'on utilise beaucoup dans les exercices et les examens et les TT, ainsi de suite, lorsqu'on considère lambda est égal à constante. Alors, si on considère que lambda est égal à constante, donc physiquement, on dit que nous avons un système et chargé uniformément. Lorsqu'on dit par exemple, nous avons un fil et chargé uniformément, cela montre directement que lambda est égal à une constante. Donc, si nous avons lambda est égal à une constante, je peux sortir lambda de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Q est égal à lambda, l'intégrale de d de n. Et l'intégrale de d de n, ça nous donne n. Donc, voilà l'expression de la charge. Mais attention, voilà l'expression correcte. Donc, Q, toujours, c'est l'intégrale lambda dn. Et si nous avons considéré que nous avons une densité linéaire uniforme, alors dans ce cas-là, lambda est égal à constante, donc la charge totale est égale à lambda fois n. Mais toujours dans les exercices, dans les examens, ainsi de suite, on travaille beaucoup avec ce genre d'équation pour simplifier les calculs. Maintenant, on va travailler, ou bien on va parler sur la distribution surfacique. Alors, dans un premier temps, nous allons considérer, dans ce cas-là, nous avons considéré une distribution linéaire, c'est-à-dire sur un fil. Alors maintenant, on va considérer d'autres cas. Alors la charge Q est répartie sur une surface. Alors, vous imaginez que nous avons une surface, voilà, une surface par exemple, une surface qui est chargée. Donc la charge totale Q est répartie sur une surface S avec une densité. Alors ici, si on travaille avec distribution linéaire, on définit une densité linéaire. Si on travaille avec une distribution surfacique, alors dans ce cas-là, on part sur la densité surfacique. Donc, densité surfacique notée par sigma est égale à d de Q, dans ce cas-là, sur d de S. Alors, la densité linéaire, c'est d de Q sur dn. La densité surfacique, c'est-à-dire on travaille avec la surface, c'est d de Q sur d de S. Cela montre que d de Q est égal à sigma ds. Et par conséquent, pour déterminer l'expression de la charge totale, il suffit d'intégrer d de Q. Donc, l'intégrale de dq, l'intégrale de sigma ds. Alors, une remarque très importante, lorsqu'on dit, ou bien lorsqu'on considère que nous avons une densité surfacique uniforme, cela montre que sigma est égal à constante. Je peux sortir sigma de l'intégrale, donc qu'est-ce qu'il me reste? Sigma l'intégrale de ds, ça nous donne s. Donc, voilà. Donc, d de voilà Q, c'est l'intégrale de sigma ds, mais souvent on travaille avec ce genre de problème. Dernièrement, il y a une distribution volumique, c'est-à-dire dans ce cas-là, on travaille avec le volume. Un système volumique, un système volumique. Voilà. Alors, si on considère que nous avons une charge qui est répartie dans un volume vide,
Avec dans ce cas-là, on parle de la densité volumique. Donc nous avons trois cas possibles, distribution linéaire, surfacique et volumique. Puisqu'on part avec une densité volumique non zéro, dans ce cas-là, toujours c'est d de t, toujours sur, dans ce cas-là, sur d de v. Et bien sûr, pour déterminer d de t est égal au dv q. Donc cela montre que q, c'est l'intégrale de d de t, c'est l'intégrale de rho dv. Et bien sûr, si on considère que nous avons une densité volumique, bien un système est chargé uniformément, alors rho est égal constante, donc je peux sortir rho de l'intégrale, qu'est-ce qu'il me reste? Q, rho, v. Donc voilà les différents cas concernant la manière de la distribution. Donc distribution linéaire, surfacique et volumique. Maintenant, on va travailler sur les systèmes, bien on va parler un petit peu sur les systèmes de coordonnées. Donc tout d'abord, on va commencer par le système de coordonnées cartésiennes. Bien sûr, on va détailler aussi le système de coordonnées cylindrique et sphérique, sachant bien sûr que cette partie-là, vous avez traité en détail, plus en détail dans la partie de la mécanique du point, matériel. Alors, le système de coordonnées cartésiennes, donc tout d'abord, il faut connaître qu'est-ce que c'est que le déplacement élémentaire. Alors, dans le système de coordonnées cartésiennes, voilà, nous avons le point N qui existe dans l'espace. Voilà le point N qui existe dans l'espace. Et bien sûr, lorsqu'on parle sur les systèmes de coordonnées, bien les systèmes d'une manière générale, les systèmes de coordonnées, toujours il y a ce qu'on appelle les variables et il y a la base. Alors, les variables dans le système de coordonnées cartésiennes, comme vous le savez, c'est X, Y, Z. Et la base, c'est UX, UY et Z. Donc, pour écrire le vecteur déplacement élémentaire D2O1, alors dans ce cas-là, nous sommes obligés de considérer ou bien de établir l'expression de O1. Alors O1, bien sûr, dans le système de coordonnées cartésiennes, c'est XI plus ou bien XUX plus YUY plus ZUZ. Mais si on veut déterminer le déplacement élémentaire, donc par exemple, selon X, on veut une variation élémentaire, ça nous donne dx. Voilà, nous avons ici x. Si on veut une variation élémentaire, ça nous donne dx. Donc, ça nous donne do1 est égal à dx ux. Alors, selon y, on va effectuer un déplacement élémentaire, ça nous donne dy. Voilà dy uy. De la même manière, on va faire normalement une variation élémentaire selon z, ça nous donne dz. Voilà dz uz. Donc voilà, dans l'expression de vecteur déplacement dans le système de coordonnées cartésiennes est écrit sur cette manière-là, d de y est égal à dx ux plus dy uy plus dz uz. Concernant le volume élémentaire, donc dv, donc une variation selon x, ça nous donne dx. Une variation selon y, ça nous donne dy, et une variation, toujours variation élémentaire selon z, ça nous donne dz. Et voilà, donc dans le système de coordonnées cartésien, dv est égal à dx, dy, dz. Alors pour la dernière partie, c'est la surface élémentaire. Alors, dans ce cas-là, on peut distinguer entre trois cas possibles. Alors, bien sûr, la surface, c'est deux dimensions. Le volume, c'est trois dimensions, dx, dy, dz. Et la surface, c'est deux dimensions. Alors, voilà, par exemple, si on va faire une variation élémentaire selon x, ça nous donne dx, et une variation élémentaire selon y, ça nous donne dy. Donc, bien sûr, dx, dy est perpendiculaire à l'axe uz. Voilà, donc voilà la première surface. Deuxième, si on veut, ou bien si on va effectuer une variation élémentaire selon x et selon z, ça nous donne la surface élémentaire dx, dz, et bien sûr, cette surface élémentaire est forcément perpendiculaire à l'axe ou bien au vecteur unitaire uy. Et de la même manière, si on va faire une variation élémentaire dans le plan, normalement c'est une surface c'est plan, dans le plan y, z, ça nous donne dz, dy, et bien sûr qui est perpendiculaire à ux. Maintenant, on va travailler, ou bien on va parler sur le système de coordonnées cartésien. Donc tout d'abord, on commence par écrire l'expression de déplacement élémentaire. Donc d de OM. Alors tout d'abord, on écrit OM.
OM dans le système de coordonnées cylindriques, OM est égal à OMP plus MPM. Alors OM, c'est R, UR, c'est R, UR, et MPM, ça nous donne Z, UZ. Donc pour décrire le vecteur déplacement élémentaire du 2 et 1, alors tout d'abord on va effectuer une variation élémentaire selon R, ça nous donne dr, donc du R, UR. De la même manière, on va effectuer une rotation ou bien une variation élémentaire de θ. Voilà, par exemple, je considère ici un pi qui existe ici, et après un instant, ça nous donne, par exemple, ce un pi, ça existe ici, donc normalement nous avons cet arc, et cet arc, ça nous donne directement, c'est R fois dθ, R fois dθ. Donc ça nous donne R dθ, bien sûr, selon Uθ. De la même manière, on va effectuer une variation élémentaire selon Z, ça nous donne dz, uz. Alors concernant le volume élémentaire, donc dV, donc tout d'abord, nous avons une variation élémentaire selon R, ça nous donne dr, voilà dr. Une variation élémentaire de θ, ça nous donne R dθ. Et une variation élémentaire selon Z, ça nous donne dz. Voilà le vecteur, ou bien voilà le volume élémentaire. Alors pour la surface élémentaire, de la même manière, on peut distinguer entre trois cas possibles. Il y a dr fois r dθ, bien sûr, qui est perpendiculaire à uz, dr fois dz perpendiculaire à uθ, et r dθ fois dz perpendiculaire au vecteur ur. Par exemple, je vais prendre cette surface élémentaire. Donc nous avons effectué une variation élémentaire selon R, ça nous donne dr, et une variation élémentaire de θ, ça nous donne r dθ. Et bien sûr, cette surface-là est perpendiculaire au vecteur uz. De la même manière pour les autres cas. Maintenant, on va finir les systèmes de coordonnées par le système de coordonnées sphérique. Alors tout d'abord, on va écrire déplacement élémentaire. Donc tout d'abord, le système de coordonnées sphérique, caractérisé par trois variables qui sont phi et θ, et bien sûr r. Donc nous avons trois, phi, θ et r, et bien sûr la base, on travaille souvent dans la base, uθ, uφ et ur. Alors, donc ici, alors je commence, voilà OM. OM dans le système de coordonnées cartésiennes, dans le système de coordonnées sphérique, est égal à R, UR. Voilà, R, OM. C'est R selon UR. Donc on va effectuer normalement les variations possibles. Alors selon R, donc tout d'abord ça nous donne dr, UR. Voilà θ1. Bien sûr, bien θ existe, l'angle θ est défini entre l'axe Z et l'axe de R. Voilà, par exemple, si on veut déterminer une variation élémentaire, voilà le point M, voilà, donc cet arc. Alors cet arc est égal à cette distance qui est R fois son nom dθ. Voilà, R dθ. Bien sûr, ça, son nom Uθ. De la même manière, qu'est-ce qu'il nous reste? Une variation élémentaire, son nom phi. Voilà, par exemple, phi initialement. Donc après un instant, ce phi-là va effectuer cette rotation. Bien sûr, cet arc, ça nous donne cet arc. Et cet arc, ça nous donne cette distance, qui est normalement, bon, L n'est pas R, attention, c'est L selon dφ. Voilà, L selon dφ. Donc, comment on détermine ce segment-là? C'est L. Alors, on va considérer OM ici. Donc, de la même manière, sont deux droites parallèles. Et cette ligne, bien cette partie-là, bien ce morceau-là, c'est quoi? C'est la partie qui normalement représente le côté opposé de θ1. Donc cette partie-là, c'est quoi θ? Sinus de θ. Sinus de θ, c'est L, cette distance L sur R. Ce qui nous donne que L est égal à R sinus de θ. Et voilà donc l'expression de vecteur déplacement élémentaire dans le système de coordonnées sphérique. D2A1 est égal à dr UR plus R dθ Uθ plus R sinus θ dφ UφI. Bien sûr, ces systèmes-là, vous avez détaillé dans le cours de la mécanique du point matériel. Alors, concernant le volume élémentaire,
élémentaire, donc dV. Donc tout d'abord, on va effectuer une variation élémentaire selon R, ça nous donne dR. Une variation élémentaire de θ, voilà θ. Donc voilà θ, ça nous donne R dθ. Et bien sûr, une variation élémentaire selon phi, ça nous donne ce segment-là, dφ. Bien sûr, ce segment-là, comme nous avons vu, ce n'est rien d'autre que R, ou bien que R sinus de θ. Donc voilà l'expression du volume élémentaire. De la même manière, donc pour déterminer les surfaces élémentaires, voilà, donc nous avons trois cas possibles. Il y a dr r dθ qui est perpendiculaire à Uφ. Il y a aussi dr fois r sinus θ dφ qui est perpendiculaire à Uθ. De la même manière, il y a r dθ r sinus θ dφ qui est perpendiculaire à UR. Donc maintenant, on va faire un exercice d'application pour bien comprendre ces choses-là. Alors, il y a normalement 4 questions. Premièrement, calculer la charge totale portée par une tige de verre filiforme de longueur 30 cm avec une charge linéique lambda est égale 20 microcoulombs fois mètre moins 1. Alors directement, on va passer à la correction. Alors la charge totale portée par une tige de verre filiforme de longueur 30 cm avec une charge linéique lambda est égale à cette valeur. Donc cela montre que lambda est égale constante. Alors, puisque on travaille avec un système de verre filiforme, c'est-à-dire un fil, donc on va utiliser la densité de charge linéique lambda. Donc Q est égal à lambda dL. Alors, comme étant que lambda est égal à une constante, donc je peux ici sortir de l'intégrale. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Que Q est égal à lambda, l'intégrale de dL, lambda L, et bien sûr, application numérique. Attention, donc toujours c'est mieux de travailler dans le système des unités internationales. 30 cm, ça nous donne 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. 20 microcoulombs mètre moins 1, ça nous donne 20 fois 10 à la puissance moins 6 coulomb fois mètre moins 1. Et finalement, on trouve cette quantité-là. Deuxièmement, quelle est la charge totale d'un corps uniformément chargé en volume avec une densité volumique de 4 nanocoulomb fois mètre moins cube, qui est la forme d'un cylindre de rayon R est égal à 2 mm et de hauteur 5 cm. Alors, la charge totale d'un corps uniformément chargé en volume, avec une densité volumique, et qui a la forme d'un cylindre, de rayon R de mm et de hauteur 5 cm. Donc voilà l'intégrale Q est égal au rho dV. Alors comme étant que la densité volumique uniforme, constante, donc je peux sortir rho, qu'est-ce qu'il nous reste? La triple intégrale de dV. Donc ça nous donne rho V. Alors, mais attention, on travaille avec un cylindre, c'est-à-dire il faut déterminer normalement l'expression dV d'un cylindre. Alors comme nous avons vu dans nos cours, dV dans le système de coordonnées cylindrique est égal à R dr dθ dz. R, je répète, R dr dθ dz. Donc, R dr, normalement, on va faire l'intégrale de R dr, bien sûr, entre 0 et grand R. 0 et grand R. Dθ varie entre 0 et 2π. Et dz varie entre 0 et h, ce qui nous donne facilement que Q est égal à ρ PR au carré h. Application numérique, bien sûr, toujours. Il faut prendre votre considération qu'il faut travailler dans le système le système des unités internationales. On trouve cette quantité. Troisièmement, quelle est la densité surfacique, c'est-à-dire sigma d'une balle sphérique de rayon R 6 mm porteuse d'une charge 30 nanocoulomb. Alors, la densité surfacique d'une balle sphérique de rayon R est égale à 6 mm porteuse d'une charge 30 nanocoulomb. Toujours, on commence par la définition Q est égal à double intégrale sigma ds. Alors, comme étant porteuse d'une charge 30 nanocoulomb, cela montre que sigma ds, voilà, donc sigma, et finalement, qu'est-ce qu'il reste? L'intégrale de ds. Alors, l'intégrale de ds, l'intégrale, bien, c'est-à-dire ça nous donne S, et bien sûr la surface d'une sphère, c'est 4πr au carré, bien sûr, en appliquant ds, ou bien, voilà, ds, comme nous avons vu dans
le cours bien dans la partie de système de coordonnées sphérique. Donc, alors pour déterminer sigma, donc Q sur 4PR au carré, alors nous avons Q, c'est une donnée, voilà, 30 dans le colonne, 4P, c'est une quantité connue, et R, c'est 6 fois 10 à la puissance moins 3 mètres, ce qui nous donne, voilà, cette quantité-là. Donc toujours, soit on vous demande de calculer la charge en connaissant la valeur de sigma, ou bien lambda, ou bien rho, ou bien l'inverse. On vous demande de calculer la densité de charge, linéaire ou bien surfacique, ou bien volumique, sachant qu'on connaît la valeur de la charge totale. Dernièrement, alors soit une sphère de rayon R dont la répartition de charge n'est pas uniforme. Voilà, ici nous n'avons pas une densité de charge uniforme. Rho est égal au 0, 1 moins R au carré, R au carré. Quelle est sa charge totale? Donc, toujours on commence par cette expression, rho dV, mais attention, il ne faut pas sortir rho parce que rho n'est pas uniforme. Donc 4PR au carré, donc je vais, alors voilà rho, ça nous donne rho 0, 1 moins R au carré sur R, et DR, bien sûr le volume, ça nous donne 4PR au carré DR. 4PR au carré DR. Bien sûr, il suffit d'appliquer le volume élémentaire dans le système de coordonnées sphérique. Alors 4, ça nous donne directement 4P epsilon 0, c'est une constante, rho 0, c'est une constante, je peux le sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de 0R, R au carré moins R4 sur R au carré de R. Et bien sûr, après un simple calcul, on trouve finalement Q est égal à 8 sur 15 PR cube rho 0. Et à très bientôt.